As-tu déjà réalisé, quand tu commences des projets ambitieux, que tu as toujours beaucoup d'envie et de force au début, mais qu'à mi-chemin, la motivation s'estompe et que tu ne termines jamais ce que tu as commencé? Je t'avoue que je suis le premier à reconnaître que cela m'est déjà arrivé plein de fois. Je me déclare coupable. Mais quand je commence, par exemple, j'ai commencé à lire un livre, par exemple, j'en ai déjà un autre en tête, puis un autre. Mais il faut d'abord en finir un pour passer à un autre. J'ai commencé aussi le piano et j'ai arrêté 3 mois après. Alors que j'étais motivé, je voyais ma progression, mais je suis passé à autre chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce nouvel épisode des résumés du succès, nous nous penchons sur Finish What You Start de Peter Hollins, Termine ce que tu as commencé, un livre qui aborde précisément cet objectif qu'on vient de voir. Développer la mentalité et les habitudes nécessaires pour accomplir nos objectifs et aller jusqu'au bout de nos projets. Allez, c'est parti! Et bienvenue sur les résumés du succès. Une semaine de plus, on va aborder un nouveau livre. Et aujourd'hui, Finish What You Start de Peter Hollins. Un livre sur le mindset de finisseur. Donc Peter Hollins, c'est un auteur de livres sur la force mentale et l'autodiscipline. Il est aussi psychologue et scientifique, vivant à Washington, aux États-Unis. Donc pourquoi on perd cette motivation? C'est sûr qu'il est facile au début d'être excité à l'idée de se fixer des objectifs. On sent un regain de vitalité, de force au début, mais après quelques semaines, la motivation et même l'impulsion initiale disparaît petit à petit. Et oui, pour de nombreuses personnes, au 31 décembre, on est plein d'objectifs. Moi-même, plus de 50 objectifs avant la fin de l'année. Donc atteindre ces objectifs avant la fin de l'année. Et au 31 janvier, s'il en reste la moitié, il en reste peut-être plus beaucoup en fait. Donc Peter Hollins, lui, il explique que la clé pour surmonter cette perte de vitesse réside dans le développement de ce qu'il appelle une mentalité de finisseur. Alors on va voir ici comment développer cette mentalité de finisseur. Hollins nous parle de 2 types de motivation pour atteindre un objectif. Donc on a la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, et la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur. L'extrinsèque, nous avons en fait quelque chose en nous que nous trouvons réellement important à faire et qui nous tient à cœur. C'est la motivation intrinsèque, cela vient de toi-même en fait. C'est quand tu penses à quelque chose qui te plaît et qui t'élève vers quelque chose que tu rêves ou quelqu'un que tu rêves d'être, de devenir. Et la motivation extrinsèque, elle est plutôt basée sur des récompenses externes, comme gagner de l'argent ou aider un groupe de personnes, gagner une coupe du monde, par exemple avec l'équipe de France, par exemple dans le sport. Les personnes avec la motivation intrinsèque sont plus fortes que celles utilisant l'extrinsèque, qui dépendent des autres. Ta force intérieure est plus forte que le fait de dépendre des autres. Tu as de l'impact sur tes actions personnelles, mais tu as moins d'impact sur les actions des autres. Alors si tu ressens de faire quelque chose de manière gratuite, cela vient de la motivation intrinsèque, de ta motivation qui va t'élever beaucoup plus. Et c'est sûr que tu vas réussir puisque ça vient de toi. Tu ne recherches pas une motivation externe pour réussir ton objectif, mais elle vient de l'intérieur. Plutôt qu'un élément extérieur comme de l'argent ou quelque chose ou une récompense quelconque, développe ta motivation intrinsèque qui te permettra d'atteindre plus facilement tes objectifs. Collins nous parle également qu'il faut éviter la procrastination pour atteindre nos objectifs. Alors ça, on l'a vu dans d'autres épisodes, mais on va le rappeler ici. Souvent, ce que dit Collins, c'est qu'on procrastine quand on passe trop de temps à évaluer nos objectifs. À calculer, on perd du temps parce que nous avons peur de perdre, de ne pas atteindre cet objectif. Donc on calcule. On passe du temps à planifier. Mais ce que dit ici Hollins, c'est qu'il faut passer à l'action rapidement. On peut réfléchir. Oui, on ne va pas choisir un objectif quelconque, mais on va le définir précisément. Mais une fois qu'il est défini, on va passer à l'action. Parce que sinon, c'est que on va être freiné.
soit par la peur d'être jugé, soit par la peur du futur, soit la peur de ne pas réussir. Donc fais ce que tu peux, de manière focalisée, donc une fois que c'est défini, de te focus sur un seul objectif et sur les facteurs déterminants pour atteindre cet objectif. Quand tu définis, tu choisis les étapes les plus importantes et tu passes à l'action pour les réaliser. Tout est important dans l'atteinte de cet objectif, mais priorise. C'est important aussi de prioriser les tâches afin de ne pas perdre de temps. Par exemple, si tu cherches un travail, c'est un projet, hein, tu prends trop de temps à rechercher. Et le but, en fait, c'est de tester. Mieux vaut postuler et de passer des entretiens rapidement afin d'apprendre à passer des entretiens, plutôt que de passer des heures à chercher une pépite que tu rêves. Peut-être que tu auras une belle surprise lors d'un entretien et que tu vas trouver le bon poste rapidement. Ensuite, on va définir des expectatives raisonnables. Il ne faut jamais surestimer ou sous-estimer les expectatives de tes objectifs. On définit toujours de mauvaise façon et c'est compliqué par la suite et nous abandonnons. On a tendance à voir trop haut ou trop bas. Si on voit trop haut, on est déçu de ne pas atteindre cet objectif. Si on voit trop bas, on n'est pas satisfait du résultat. Donc on se rend compte qu'on en voulait plus. Donc on est aussi déçu de ne pas avoir eu un résultat plus élevé. On doit essayer de ne pas être trop modeste ou trop optimiste non plus. Mais quand même, les objectifs doivent te faire sortir de ta zone de confort pour t'amener à un niveau de vie plus grand que celui que tu as aujourd'hui. On parle de déception, de démotivation, tout ça vient du fait que nous ne calculons pas nos expectatives comme on vient de voir. Alors prends le temps de préparer tes objectifs de manière précise et estimer le temps, c'est le principal. Priorise les étapes concrètes pour atteindre cet objectif et vise les objectifs les plus élevés quand même, mais trace ton chemin de manière bien définie. Prends tes objectifs élevés qui vont te motiver et qui vont t'améliorer tout le long du chemin. Alors ici, on a vu les deux types de motivation, intrinsèque et extrinsèque. On a vu que l'intrinsèque, c'était la motivation principale. Tu ne recherches réellement pas d'argent pour réaliser ton objectif. Tu réalises cette tâche de manière gratuite. Ça, si tu as envie de réaliser une tâche de manière gratuite, ça vient de l'intrinsèque et ce sera toujours plus fort que l'extrinsèque et rechercher une récompense extérieure. Ensuite, on a vu qu'il faut éliminer cette procrastination lors de la priorisation d'objectifs. Passer du temps à prioriser les tâches les plus importantes et passer à l'action de suite. Et ensuite, on a vu comment définir des expectatives raisonnables. Essayer de définir cet objectif de manière pas trop haut ni trop bas, mais qui nous permet d'atteindre des étapes concrètes et qui nous donne de la récompense aussi, qui nous motive et qui nous améliore tout le long du chemin. Ne voyez pas trop haut ni trop bas pour pas être déçu. Ensuite, Peter Hollins, il nous parle de voir les échecs comme des opportunités de réussir. On doit voir le chemin vers le succès comme un long fleuve tranquille. On n'aura jamais le même chemin. On aura toujours des échecs sur le chemin. L'objectif n'est pas d'arriver à l'objectif, mais l'objectif est de découvrir et apprendre sur le chemin. C'est ce qui réellement va nous améliorer en fait. Donc à chaque échec, on va se poser la question. Est-ce que je peux améliorer ça? Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que je peux améliorer? Donc si déjà tu te poses ces 3 ou 4 questions, tu vas te remettre en question. Donc sur l'échec qui est arrivé, tu vas toujours t'améliorer. Il faut viser l'amélioration continue. Parce qu'entreprendre pour atteindre un objectif, ce n'est pas toujours gagner. C'est gagner ou apprendre. Et si je perds, donc je passe à l'analyse, j'apprends, je corrige et je repars surtout. Tout ça pour gagner la prochaine fois. C'est mieux rater et ne pas réussir pour apprendre. Analyser et réussir au prochain coup. On aura plus le goût de la réussite après plusieurs échecs. Si on réussit du premier coup, on va se dire c'est facile. Sauf que avec les échecs, on apprend. Plus on fait d'échecs, plus on s'adapte et plus la peur s'éloigne de nous. Donc, on a vu les deux motivations. On a vu aussi que l'on doit se fixer des objectifs raisonnables, calculés, pas trop haut ni trop bas. Le temps de préparation est le plus important. Et enfin, on a vu que les échecs, on doit les voir comme une opportunité d'apprentissage pour s'améliorer et réussir la prochaine fois.
Et maintenant, on va se focus sur le travail. Donc ici, une fois qu'on a eu cette théorie qu'on vient de voir maintenant, on va définir nos formes de motivation. Pour la motivation extrinsèque, par exemple, c'est la pression sociale. Demander à quelqu'un, par exemple, de mesurer tes avancements lors d'un objectif, quelqu'un qui vient toutes les semaines vérifier ce que tu fais, te poser des questions pour voir si tu as bien avancé, qu'il te suive sur ton projet pour vérifier que tu es sur le bon chemin. Si tu as quelqu'un qui te suit, cela va te motiver en fait à avancer et tu dois présenter des résultats, donc tu vas devoir travailler. Et par exemple aussi, pour la motivation extrinsèque, tu peux jouer, mettre de l'argent en jeu. Par exemple, si tu mets de l'argent en jeu euh, et que si tu arrives à un objectif, tu gagnes de l'argent. Et si tu n'arrives pas à cet objectif, tu le perds. Je vais passer à l'action forcément. Par peur de perdre cet argent que j'ai mis en jeu, et que tu sois mal d'avoir perdu cet argent. Que tu te ressentes une insatisfaction d'avoir perdu cet argent, que tu te sentes mal. Et donc c'est ça ici la partie extrinsèque, tu mets de l'argent en jeu, soit par peur de le perdre, soit par envie de gagner. Tu vas aussi faire un rappel de ce qui te motive. Par exemple, tu peux faire un tableau de bord, un mood board par exemple, avec des photos de tes objectifs, des mots motivants, des post-it sur ton bureau ou un fond d'écran sur ton téléphone pour te rappeler quel est ton objectif principal. Et tout ça pour te permettre de te rappeler ce qui réellement te motive à atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Donc, à chaque fois que tu vas voir ton tableau de bord, cela va te rappeler et te faire poser des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis sur le bon chemin pour atteindre cet objectif ? Tu peux aussi traquer tes habitudes pour comptabiliser tes avancements et que d'une manière visuelle, en fait, tu saches où tu es. Tu sais si tu es sur le bon chemin et cela va te mettre de la pression pour avancer chaque jour. Pour l'extrinsèque, tu vas pouvoir mettre de l'argent en jeu, demander à quelqu'un qui te suive et faire un tableau de bord de rappel de tes objectifs et même traquer tes objectifs. Tu vas pouvoir aussi créer des règles strictes pour toi-même. Par exemple, dans ton bureau ou là où tu travailles, tu vas pouvoir accrocher un tableau avec toutes tes règles que tu vas définir. Des restrictions, par exemple, éviter d'aller sur les réseaux sociaux, éviter d'utiliser ton téléphone durant tes heures de travail, le mettre en mode avion, par exemple. Et aussi des obligations, des actions que tu dois faire obligatoirement pour atteindre cet objectif, définir des actions quotidiennes, par exemple. Parce que, en fait, on doit se définir des règles strictes chaque jour pour ne pas réfléchir et travailler en mode automatique sans effort. Ensuite, pour réussir à atteindre ces objectifs, Peter Hollins nous parle de subdiviser tes tâches. Parce que si tu as une tâche qui est énorme, eh bien, ça va être compliqué d'aller au bout parce qu'on va se dire, bah, c'est une montagne, ça va être énorme, je ne vais pas y arriver. Donc, on va diviser cette montagne en petites étapes. Par exemple, arriver au camp numéro 1, camp numéro 2, camp numéro 3, et puis aller jusqu'en haut. Ça se fait par étapes. On doit lister les étapes de manière atomique, par petites étapes. Et prendre le temps de faire ces étapes pour travailler plus facilement. Et ensuite, Peter Hollins nous dit que pour être focus sur le travail, il faut aussi prendre du temps pour prendre soin de nous. Tu dois établir un temps pour prendre soin de toi. Parce que ça ne sert à rien de vouloir atteindre un objectif si on ne prend pas le temps de prendre soin de nous et de notre entourage. Si on veut ne pas impacter négativement notre productivité, il faut être en forme. Nous devons prendre du temps pour mettre en place des événements pour prendre soin de nous. Parce que si on n'a pas de santé, on n'a pas d'optimisme, on n'a pas de force physique, on n'a pas de relations stables, on ne va pas arriver à notre objectif. Donc on doit prendre du temps pour faire autre chose, prendre du recul par exemple, pour se reposer et revenir plus tard. On sera beaucoup plus productif. Faire du sport par exemple, méditer, réfléchir sur ses objectifs, mais prendre du temps de recul pour toi. Alors on a parlé de productivité juste un instant, mais comment travailler de manière plus productive ? Ça c'est une grosse question que l'on a tous pour atteindre notre objectif de manière plus efficace. Donc Peter Hollins, lui, il parle de 3 clés fondamentales. Et la première, c'est travailler sur une seule chose à la fois. Éviter le multitâche. Parce que quand tu fais plusieurs choses à la fois, tu te disperses,
Tu n'es plus du tout productif, ce qui t'amène du stress. Tu ne dois pas changer de tâche à une autre. Tu dois focus sur une seule et la terminer. Par exemple, pose-toi la question, quelles sont mes 3 tâches uniques que je vais faire aujourd'hui? Prends-en une seule. Par exemple, la plus petite qui va te générer des résultats rapidement et qui va te donner de l'inertie pour réaliser les 2 autres tâches. Et réalise que ces 3 tâches aujourd'hui. La deuxième clé dont nous parle Hollins dans ce livre, c'est de trouver des tâches que nous ne voulons pas faire et les combiner avec les tâches que l'on veut faire. Parce que quand on a des tâches qui ne sont pas agréables, on ne veut pas les faire, on les repousse et même on s'arrête. On n'aime pas les faire, donc on les refuse en fait. Mais qu'est-ce que l'on peut faire pour ça? Par exemple, si tu manges quelque chose que tu aimes, par exemple tu vas faire un resto, tu te fais un petit plat qui te plaît par exemple, et derrière, après avoir bien mangé avec le ventre plein, tu vas te faire tes impôts, que tu détestes bien sûr faire. Et en fait, la combinaison de ces 2 tâches, une tâche qui te fait plaisir comme le resto par exemple, va faire que tu vas réussir à faire des choses que tu n'aimes pas. Et avec des choses qui t'apportent du plaisir. Donc la combinaison des 2 tâches. Par exemple, tu vas te dire, je vais faire la tâche la plus difficile ce matin et après je vais me donner une récompense. Et la troisième clé ici, c'est résister aux distractions. Je vous avoue que je me distrais facilement. Bon, mais ça m'arrivait de regarder mon téléphone pendant que je travaille et ça me distrait. Et ça, c'est pas bien du tout. Mais on a envie de sortir de ce travail. Ça veut dire que c'est peut-être le moment de faire une pause. Mais bon, on continue. Et donc du coup, je me distrais pour des choses assez simples et banales. Mais pourquoi ça arrive? Parce que forcément, peut-être que la tâche que je suis en train de faire, elle n'est pas forcément importante pour moi. Ou je m'ennuie, cette tâche n'a pas un impact assez fort. Il faut se remettre en question là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être aussi que ça vient de quelque chose que je n'aime pas faire. Et la solution pour ça, c'est de penser à réfléchir sur le moment présent. Et de me dire, est-ce que je fais une action que je déteste faire? Est-ce que c'est une action qui ne m'amène pas de résultat? Est-ce que c'est une action qui m'amène à long terme vers un gros objectif? Donc là, ici, c'est une vision long terme qu'il faut avoir au quotidien quand tu réalises une action. Pourquoi je note cette action sur mon papier? Est-ce qu'elle va m'amener vers mon objectif principal? Par exemple, si tu as une série qui vient de sortir, le nouvel épisode vient de sortir, pose-toi la question de dire, est-ce que c'est mieux que je regarde cet épisode de ma série favorite ou c'est mieux de m'occuper de ma famille, par exemple? Est-ce que c'est mieux de regarder un match de foot ou de me lever demain matin à 5h du matin pour commencer à travailler? Donc à chaque action que tu vas faire, de procrastination ou de distraction, prends du recul sur ton envie de la faire. Et demande-toi si c'est la meilleure action que tu peux faire aujourd'hui et si elle t'amène à t'améliorer et à t'approcher de ton objectif. Et là, pour terminer cet épisode, je vais te parler d'un concept que Peter Hollins nous parle ici, c'est le syndrome de l'objet brillant. En fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est une expression qui va décrire une tendance à être facilement distrait par de nouvelles idées, par de nouveaux projets, par de nouvelles technologies. Souvent, en fait, au détriment de ce qu'on était déjà en train de faire. On va passer à autre chose. C'est un peu comme si notre cerveau était attiré par tout ce qui brille autour de nous, comme par exemple un écureuil qui voit un tas de glands dorés et lui il est attiré vers ça. Et en fait, même si ces tas de glands ils sont pas vrais, ils sont peut-être dorés tout ça, mais peut-être qu'ils sont en plastique au final. Ça veut dire que tu dois éviter de te focaliser vers quelque chose qui brille en fait. Et focalise-toi sur tes actions les plus importantes qui te mènent vers tes objectifs. Ne change pas d'action tout le temps, ne procrastine pas. Et pour terminer et pour conclure ce résumé de Finish What You Start, ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est fondamental de le mettre en pratique. On doit éviter de nous disperser en nous imposant des objectifs précis et des étapes clés pour y arriver. Et ici, je vais te proposer 4 actions pour terminer, pour que tu y travailles dessus. La première action, c'est fais une liste des tâches que tu fais dans ton quotidien et pose-toi la question,
à savoir, est-ce que cette action, à chaque action, tu vas te demander, est-ce que cette action m'amène à la réussite et à mon objectif principal? Deuxième action que je te propose, crée un vision board de ton objectif, avec des images, des photos, des mots motivants, des citations par exemple. Et tu vas regarder ce vision board, ce tableau que tu vas accrocher dans le mur dans ton bureau ou en fond d'écran sur ton téléphone, et regarde-le tous les jours pour t'en imprégner et t'aider en cas de coup dur. La troisième action que je te propose, c'est créer des règles précises de restriction et d'obligation pour te rapprocher vers ton objectif. Ça aussi, tu peux te le mettre soit en fond d'écran de ton téléphone, soit accroché à ton bureau. Et la quatrième action, elle est très simple, on la connaît tous, c'est faire une seule chose à la fois, une seule étape. Ça ne sert à rien de faire plusieurs étapes à la fois. Le multitâche, ce n'est pas bon. Et donc, je te remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Rappelle-toi, évite le syndrome de l'objet brillant, établis des étapes et mets le focus sur ton objectif. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire, prends le temps d'écrire en commentaire, quels sont tes objectifs que tu t'es fixés. Si tu as envie de préparer un vision board, si tu l'as déjà fait. Et aussi, tu peux me mettre en commentaire quelle est ta prochaine étape vers ton objectif. Tu peux aussi aborder des points de blocage que tu rencontres et comment on peut t'aider pour surpasser tes obstacles. Laisse également un like si tu as aimé cet épisode et n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Rappelle-toi, un épisode par semaine donne des livres les plus puissants, donc pour te développer, autant personnellement que professionnellement. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.